David, on va revenir sur cette fabuleuse aventure de sportive et humaine du Portugal en Coupe du Monde. On le rappelle, c'était la deuxième participation du Portugal dans une Coupe du Monde. Un match nul, une victoire. Est-ce qu'avec 48 heures de recul, tu réalises ce que vous avez, votre exploit, et surtout que vous avez changé l'image du rugby, en tout cas dans le monde du rugby du Portugal? C'est extraordinaire ce qu'on vit, c'est une des plus belles aventures que j'ai eu la chance de vivre en tant que coach. C'est unique, j'ai jamais autant reçu de messages de sympathie, autant de remerciements de par déjà la communauté portugaise qui s'est mis à aimer le rugby pour certains, et puis les gens, je pense que de tout horizon, tous ceux qui aiment le rugby à un moment donné ont envoyé des messages en disant on a vécu des moments avec vous, on s'est mis à aimer une autre équipe que notre équipe favorite. Mauricio Rigiardo m'a dit qu'aujourd'hui il est fan de deux équipes, de l'Argentine et du Portugal. C'était des moments uniques que j'espère un jour revivre, parce que c'est irremplaçable. Ça restera gravé. Et puis vous avez le sentiment de jouer ce mondial à domicile, non? Un peu avec tous les joueurs franco-portugais, tous les joueurs qui évoluent dans le championnat, non? Et l'engouement qu'il y avait du côté de Perpignan aussi. Je te dirais que c'est pas forcément le nombre de franco-portugais, c'est plutôt l'engouement du peuple portugais qui est en France, mais surtout des Français. Parce qu'on va pas se mentir, on était supportés, mais vraiment à 200% par les Français. Je pense cette équipe a amené beaucoup d'empathie. Beaucoup de joie, beaucoup de sourires, beaucoup de rire aussi, parce que des fois on faisait tellement de bêtises sur un terrain qu'on pouvait faire rire, mais on était tellement atypique et hors cadre, on était hors code que les gens sont mis à nous aimer, à aimer cette équipe. Moi j'ai une question très, très précise et technique. Est-ce que la fête de dimanche a été belle? Elle a été magnifique. J'ai un joueur qui s'est changé que tout à l'heure. Depuis dimanche, il est resté habillé en tenue avec les crampons. On l'a sorti dans les rues de Toulouse et en boîte de nuit avec les crampons. David Costa, il a été fantastique. Ça a été fabuleux jusqu'au bout de la nuit. La fête a été à la hauteur de votre parcours. Alors moi je voudrais revenir un instant sur une image qu'on va te montrer, elle est forte, cette image de phase de poule. C'est à l'issue de la rencontre dimanche, le sélectionneur fidjien qui est venu dans votre vestiaire. Alors raconte-nous, parce qu'il est venu avec un gros sac. Je crois savoir qu'il y avait tous les maillots des Fidjiens, c'est ça, dans ce sac? Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Simon Révoilí? Alors, j'ai pris un de mes maillots, je l'ai emmené, il était dans le vestiaire, je lui ai donné le maillot en lui disant j'espère de tout cœur qu'il te portera chance pour la suite, parce que tu le mérites. Et il m'a dit t'inquiète pas, j'arrive. Je suis reparti au vestiaire, et là en fait il rentre, il m'appelle, il me cherche, et il m'a amené un sac en me disant tiens, c'est pour tes joueurs, et ça a été fantastique. Dedans il y avait 2 chemises, 2 polos, 2 maillots. Alors je pense que les joueurs se sont tout arrachés, bien sûr on n'a rien vu, nous le staff, ça nous est passé sous le nez, mais c'est un moment en fait qui est à la grandeur du mec qu'il est, et à la grandeur des Fidjiens qui sont très sport en fait, et qui nous ont remerciés, parce que pour eux on les a réveillés en fait. On les a réveillés, on leur a fait prendre conscience que tout pouvait s'arrêter très vite. Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit dans l'émission le lendemain de votre match. Attention Fidji face aux Anglais, parce que effectivement vous les avez peut-être réveillés, mais en tout cas ce genre d'image, c'est la magie des Coupes du Monde. Alors hier soir nous avons eu Samuel Marques, le demi de mêlée bien évidemment du Portugal, qui évolue cette saison à Béziers. Il est revenu sur l'émotion suscitée pendant ce mondial. Je ne sais pas si on réalise totalement encore, parce que c'est encore très frais, mais forcément sur le moment on a senti beaucoup d'émotions, et c'était assez incroyable, avec une ferveur vraiment qui nous a poussé tout au long de la Coupe du Monde. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, on est même parfois déçus de nos défaites, que ce soit contre le Pays de Galles ou l'Australie, parce que pour nous on aurait pu faire mieux au vu des images, mais on est quand même totalement satisfait de cette compétition. Alors il l'a dit, insatisfait, mais quelques regrets quand même. Alors on va parler un petit peu du sportif quand même sur cette Coupe du Monde. David, des regrets effectivement, peut-être ce match du Pays de Galles que vous aviez apparemment mis bien une croix dessus. Patrice Lagisquet nous l'avait dit, c'était pour nous le match le plus important, le premier. Est-ce que vous avez pas quelques regrets sur ce match? Vous auriez pu peut-être même faire mieux encore? Bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais la victoire des Fidji a été construite avec les 3 défaites qu'on a eues avant, les 2 défaites et le match nul, contre les Géorgiens. Et
on va pas se mentir, on a manqué tellement d'expérience face aux Gallois que même si on s'accrochait, même si on a été là, on manquait d'efficacité, on n'arrivait pas à scorer, ou on mettait beaucoup de temps à scorer. Et oui, on a mis une croix dessus parce qu'en fait c'était l'entrée en Coupe du Monde. Et on s'est dit c'est là où on va passer pour des dindons, ou si à un moment donné on va vraiment faire froncer les sourcils aux gens en disant mais qu'est-ce qu'ils font les Portugais? Comment ça se fait qu'ils jouent à ce niveau-là? Comment ça se fait qu'ils tiennent bon? Comment ça se fait qu'ils lâchent pas? Ils lâchent pas parce qu'en fait les 4 matchs on avait visé une chose, c'est essayer de gagner les 4 matchs. On se disait il faut gagner. On préparait l'Australie, on se disait on va tout faire pour gagner les Australiens. Et c'est ça qui nous a permis non seulement de plus qu'exister, mais d'être compétitif pendant les 80 minutes et de se battre à chaque fois, quoi. Et moi ce que je regrette c'est la lourdeur du score du Pays de Galles et de l'Australie. Parce que les scores sont très très lourds au vu de notre prestation. J'allais y venir, alors moi j'allais dire un peu l'inverse, parce qu'il faut quand même se souvenir que en 2007, je crois en France, le Portugal est une nation qui avait pris plus de 100 points de mémoire contre les Blacks. L'importance de cet état d'esprit-là, parce que j'allais dire justement, vous n'avez pas pris de rouste. Oui, je comprends, quand on est entraîneur, c'est toujours trop lourd le score. Mais on a vu toutes les d'autres nations qui étaient dans le chapeau 4, qui ont pris des 70, même l'Italie, qui ont pris les 90 points. Et vous, sur les 4 matchs, il y a eu des bêtises de fait, tout n'a pas été bien fait, mais il n'y a aucun moment où vous avez explosé. Et c'est ça que je trouve le plus fort, parce que c'est assez facile, j'imagine, quand on est une petite nation, d'arriver au mondial, d'être content d'être là, et de se dire, bon, on va essayer d'en prendre le moins possible, c'est le meilleur moyen d'en prendre beaucoup en général. Mais il y avait un état d'esprit qui n'était pas du tout celui-là sur le Portugal. Ce qui était assez bizarre, c'est que l'état d'esprit qu'a insufflé Patrice à cette sélection, et même à nous au staff, c'était il faut s'armer pour battre tout le monde, et même pendant le match, on voulait battre tout le monde. C'est-à-dire que même si on a encaissé des points très vite contre les Georgiens, on est rentré avec nos bouteilles d'eau avec Joao Mira, l'entraîneur des 3 quarts, en disant aux mecs on peut les battre, on va y arriver, il faut qu'on tienne bon, et en fait on s'est jamais victimisé en disant c'est parti, on va dérouiller, ou c'est parti, on va lâcher. Et les garçons ont été fantastiques à ce niveau-là, et ça faut leur rendre à eux, c'est qu'ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et quand je revois leur visage sur le dernier essai qu'on marque face aux Fidjiens, que je les vois arriver au milieu du terrain et que je leur dis ils sont morts, il faut tenir bon, j'ai vu leur visage, ils avaient changé, ils avaient grandi. J'ai pas vu des enfants en face de moi, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient une vingtaine d'années. J'ai vu des grands garçons qui ont dit allez, le coup d'envoi, faut récupérer la balle, et c'est des choses qu'ils n'auraient pas fait il y a quelques semaines. Et ces garçons, ils sont passés de fans à compétiteurs en 2 mois. Ouais, c'est votre plus beau succès, parce qu'effectivement, vous les avez, juste pour expliquer pour nos téléspectateurs, vous les aviez depuis 4 mois sous la main là, pour les préparer à ce mondial. Et surtout, il faut rappeler que la plupart, si certains jouent en France, la plupart évoluent dans un championnat qui est l'équivalent de la 3e division, à peu près ça. 4e même française au Portugal. Donc effectivement, pas des professionnels. Il a fallu les mettre dans le mode compétiteur et pro. Ah oui, les matchs amicaux, ils m'ont complètement rendu dingue, contre l'Australia, parce qu'on a joué l'Australia. Le match n'était pas fini, qu'ils pensaient déjà échanger de maillot. Et donc on est reparti à Font-Romeu en stage, puisqu'on était en stage à Font-Romeu. Et de bon matin, à 7h30, je les ai pris à froid et j'ai explosé, parce qu'en fait, j'étais venu pour me battre et pour être compétiteur. Et en fait, on devient fan après les matchs. Mais avant, tu ne peux pas être fan. Et, il faut respecter les gens, mais il ne faut pas être fan d'eux. Tu ne peux pas réagir comme ça quand tu vas à une Coupe du Monde. Et en fait, l'exemple, il était simple de se rappeler de 2007. Les mecs ont vécu un paradis en arrivant en Coupe du Monde, et ils sont partis en ayant vécu l'enfer. Et ça, je voulais pas que les garçons le vivent. Et puis on l'a vu, l'image là, Patrice Lagisquet, effectivement, sélectionneur très exigeant. Je pense qu'il a aussi amené son exigence, et je pense que ça ne devait pas rigoler peut-être tous les jours. Écoute, je te le dis en rigolant, mais j'ai eu l'impression d'entraîner mon père. Juste parce que Patrice a des valeurs qui se perdent dans le rugby, clairement. Patrice est quelqu'un d'honnête, de dévoué, et en fait ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans le staff. Il est imparfait, comme nous, comme les joueurs et comme l'ensemble du staff, mais le fait qu'on connaisse nos forces et nos faiblesses, ça fait qu'on s'est tous complétés pour tirer le maximum de notre équipe. Et après, Patrice, c'est un grand coup de chapeau. Les 4 dernières années, c'est lui. Il a tout monté tout seul, à force de ses bras, et il restera pour moi un des meilleurs coachs que j'ai croisés. Alors justement, avant de parler du futur de cette équipe du Portugal, hier dans l'émission nous avions également Imanol Arinordoki. Il a bien connu, mais évidemment Patrice Lagisquet au Biarritz Olympique, et il a posé une petite question à Samuel Marquez. On l'écoute. Déjà j'ai une question. Est-ce que Patrice Lagisquet a fait le scarabée pour fêter ça?
Il nous l'avait déjà fait à Dubaï, donc oui, il a bien fait. Il a bien fait. Bon, ça, c'est une petite private joke, sinon, plus sincèrement. Et j'ai l'impression que tu as trouvé aussi une seconde jeunesse. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton secret là? Non, c'est juste que je suis tombé dans une équipe qui est ultra joueuse et le plan de jeu de Patrice est simple, c'est prendre du plaisir et jouer au rugby. Donc forcément, quand tu as un manager qui te dit ça et qui plus est jouer sans pression, c'est encore quelque chose de mieux. Donc on a pris du plaisir, on a voulu en donner aux gens et je crois que c'est chose faite. On s'était promis de montrer le visage qu'on avait depuis ces 4 années, depuis que Patrice est arrivé, le travail qu'il a mis en place, et je crois qu'on l'a réalisé de bien belle manière. Donc voilà, on a validé ces 4 années. Je pense qu'il peut partir tranquille. Et oui, il le dit, hein, Samuel Marquez, il va partir, donc Patrice Lagisquet. Un mot, tu sais faire le scarabée aussi ou pas? Non, il va falloir qu'il m'apprenne. Vous expliquer ce que c'est quand même. Il faut être chauve déjà, et Ouais. je suis pas encore chauve. C'est moi tranquille, hein. J'ai encore des cheveux. En tout cas, c'est une petite danse célèbre, hein, aussi du côté de Biarritz maintenant, à l'époque en tout cas pour les titres. Juste donc, Patrice Lagisquet arrête. Quel est toi ton avenir au sein de cette sélection portugaise, David? Il n'est pas arrêté. Il y a de grandes chances que j'arrête aussi, même si voilà, la fédération m'a demandé de continuer ma mission. Tu vois, c'est assez complexe de vivre quand même 6 mois de l'année hors de la France, et même si j'ai pris énormément de plaisir sur cette Coupe du Monde, j'avais besoin d'un épiphénomène fort pour me relancer humainement, et ça a été le cas, et je les en remercie. Mais voilà, continuer sera compliqué pour moi, même si j'ai pas encore donné ma réponse. Mais c'est un peu dommage de pas surfer quand même sur cette Coupe du Monde avec le staff actuel, non? Ouais, après, il va y avoir quand même un gros changement, un gros chamboulement déjà dans le staff. Beaucoup de joueurs arrêtent aussi. Hein. Beaucoup de joueurs dans le staff, il y a pas mal de monde qui arrête aussi. Tu sens que c'est la fin d'un cycle et qu'il va falloir rapidement repenser à pas une reconstruction, c'est vraiment une construction, parce que Patrice tenait tout à la force de ses bras pendant 4 ans, et qu'à un moment donné, il faut quelque chose de périn, et pour ça, il faut construire, et la base, elle est saine, mais il n'y a pas grand-chose. Ouais, enfin, c'est un peu la mission, mais avoir un peu moins peut-être ce côté commando, et qu'au niveau fédéral, il y ait des structures qui se posent, qu'il y ait quelque chose, un projet vraiment construit qui s'installe, et qui installe le rugby au Portugal, et le Portugal sur la carte mondiale du rugby. Ça a été fait là en fait à la force d'une équipe qui a fait des choses assez grandioses pendant un mois et demi, mais il va falloir de la répétition maintenant dans le temps pour avoir une vraie progression. Ça peut pas être qu'un one shot s'ils veulent vraiment s'installer, les Portugais. Il faut aussi peut-être revoir le championnat, parce que c'est sans championnat fort compliqué de faire progresser l'équipe nationale. Étant donné que c'est un championnat amateur, ça sera compliqué de faire mieux pour eux. Je pense surtout qu'ils doivent miser sur les Lusitanos, qui sont la province portugaise qui est engagée dans la plus petite des Coupes d'Europe. Aujourd'hui, il faut miser sur cette province pour permettre aux joueurs déjà de jouer ensemble et de s'entraîner ensemble. Ce qu'on a vu, le Chili le fait déjà, l'Uruguay le fait, toutes les nations, les Géorgiens le font avec les Black Lions. Aujourd'hui, ils ont pris de l'avance en fait sur les Portugais à ce niveau-là, et il faut donner des moyens déjà à la province d'exister, parce que le championnat est trop compliqué. Et faire jouer les jeunes à un bon niveau, c'est voilà, travailler sur la formation, faire jouer les jeunes à un premier bon niveau. Aujourd'hui, c'est 3e division européenne. S'il y a moyen terme, il faut intégrer la Challenge Cup. Je pense que ça serait pas mal de se confronter à ça. Ils se confronteraient à des équipes de top 14, première. Comme l'ont fait les Italiens, un petit peu. Il faudrait suivre l'exemple des Italiens avec les Zèbres, avec Trévis qui jouaient. Voilà. Ça met des échecs sur le chemin. C'est pas tout est pas facile. Et il y a des fois, il y a des vraies chutes, mais disons qu'il y a un chemin quand même de progression qui est installé. Donc travailler depuis la base et bien travailler au niveau fédéral, mais il y a un socle intéressant. Est-ce qu'il y a une envie politique, en tout cas, pour le Portugal, de faire grandir ce rugby? Parce que vous avez peut-être marqué les esprits, là, du coup. Écoute, je l'espère. Les garçons sont dans l'avion, ils sont en train de rentrer à Lisbonne. Apparemment, ils vont avoir un accueil à l'aéroport pour eux, parce qu'ils le méritent. J'espère que ça va faire bouger les choses. Maintenant, en réalité, pour avoir beaucoup parlé avec les joueurs sur les 48 dernières heures, ils veulent passer pro, mais ils veulent avoir les moyens d'être pro, parce que c'est des garçons qui bossent pour tous, et ils s'entraînent que 2 fois par semaine, et aujourd'hui ils ont réussi à rivaliser sur une Coupe du Monde, mais je peux vous promettre que refaire encore 4 matchs de ce niveau-là d'affilée ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, c'était un épiphénomène, et j'espère que cet épiphénomène va permettre de créer un avenir à cette fédération et au Portugal pour les jeunes qui aiment le rugby.
Ouais, et puis on l'a vu pendant cette Coupe du Monde, c'était le sélectionneur uruguayen qui regrettait aussi de ne pas avoir davantage de matchs contre des nations majeures, alors peut-être pas le tiers 1, mais le tiers 2 au moins, pour justement s'affronter de plus en plus souvent. Bon, après, ça a été, pour tout vous dire, on a eu un chemin de croix pour trouver des matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Oui, mais il l'a dit aussi. C'était infernal. Pablo Lemoine. On a été planté par un bon nombre de nations. On a donc fait une revanche contre les Américains, à Faro, qui a été le premier match amical. Et puis après, toutes les équipes qu'on devait rencontrer n'étaient pas intéressées, on les intéressait pas. Et ils voulaient des grosses confrontations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé face à la réserve de l'équipe d'Australie qui était à Paris. Et heureusement qu'ils sont venus, parce que sinon on n'avait qu'un seul match amical. Contre l'USAP aussi, je crois. Il y a eu au moins un entraînement. Non, il y a eu un entraînement. Il y a eu une opposition. Vous avez fait un entraînement, c'est ça? On a fait 2 entraînements avec eux, mais c'était pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Mais post-Coupe du Monde, ça a été compliqué de trouver des équipes qui voulaient nous affronter. On a fait un entraînement à Perpignan contre les Samoans. Ah oui, voilà, exact. Mais ça reste un entraînement. Ça cogne pas comme un match. Ouais, c'est clair. Pour se préparer, c'est pas l'idéal. Ça, après, ça se peut se réguler. Il faut simplement pouvoir le rugby impose aux nations de tous les tiers sur la préparation. Vous avez 4 matchs, vous faites 2 de votre tiers et vous tapez dans les 2 autres. Mais clairement, les grandes nations n'ont pas trop envie. Elles veulent se préparer entre elles. Et les nations tiers 2 veulent aller chercher au-dessus. Donc elles veulent se jouer des tiers 1 en préparation. Donc je veux bien croire que ce soit compliqué. Ouais. Pour clôturer cette émission, qu'est-ce que tu as envie de retenir quand même de cette aventure à la fois sportive et humaine? Avant cette Coupe du Monde, j'avais dit à des journalistes que je voulais voir un film américain. Un film américain, c'est-à-dire sur un exploit avec un scénario magnifique, avec des acteurs extraordinaires. Et bien en fait, moi qui aime les films de sport, je viens d'en vivre un, mais en réel. J'étais en plein milieu et j'ai vu l'évolution, j'ai vu des choses, j'ai vu des histoires, j'ai vu des conflits, j'ai vu l'amitié, j'ai vu des émotions et c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire. À la fin, on explose tous parce qu'on est tellement sous les nerfs et sous tension depuis un mois qu'à la fin, je me rappelle, José Lima explose. On explose tous. On est des enfants après. Et quand je vois la joie qu'on procure aux gens, j'aime ce sport en fait. Et un mot sur quand même ceux que vous avez rencontrés, c'est-à-dire les Gallois et les Fidjiens. Pour la suite de la compétition, tu mettrais une piécette sur les Fidjiens si j'ai un petit peu compris. Alors oui, j'aime beaucoup les Fidjiens, j'ai beaucoup d'affinités avec eux. Après, les Gallois restent très complexes à jouer parce qu'ils ont un jeu ultra défensif, ils prennent pas de risques. C'est défense, jeu au pied de pression et contre-attaque. Avec des ailiers qui font 10-4 au chrono aux 100 mètres. C'est 16 ans de Gatland, 16 ans de même rugby. Puis il a voulu reconstruire une équipe sur les bases, et les bases c'est la défense, et ils font que défendre, et ils défendent plutôt bien. Après les Fidjiens, ça reste des créateurs, et voilà, j'ai été un peu déçu de les voir si directs contre nous. Ils voulaient nous rouler dessus, et on s'est pas enlevé, ça a fait ce match-là, parce que si vraiment ils se mettent à jouer avec les qualités qu'ils ont, compliqué à les contenir. Ouais, on vous rappelle donc les Gallois affronteront l'Argentine et les Fidjiens l'Angleterre, mais donc tu verrais passer les Fidjiens face aux Anglais. Moi j'espère un exploit, pas un exploit, mais une victoire des Fidjiens. Ce sont des quarts complètement indécis, les 4 de toute façon, que ça soit Irlande, All Black ou France, Afrique du Sud, on se dirige vers 4 quarts de finale complètement indécis. Avec une division d'écart entre 2 d'entre eux, mais pour le coup c'est équilibré au sein des matchs. Merci beaucoup en tout cas David de nous avoir rejoints. On te souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses pour la suite. Tu nous tiendras au courant si tu continues l'aventure ou pas avec cette équipe du Portugal.